Bonjour à tous. Merci Nathalie pour cette aimable invitation. Je suis Giuseppe Guzzardi, radiologue interventionnel. Je travaille à Monaco. OK. Alors, on a bien vu l'importance de l'hypertension rénovasculaire, où la cause est la sténose de l'artère rénale avec activation du système rénine-angiotensine. On va essayer d'identifier les signes radiologiques qui permettent de diagnostiquer une HTA rénovasculaire au patient. L'imagerie, normalement, est justifiée dans les suivants contextes. En cas d'hypertension sévère, malgré une trithérapie, en cas de dégradation rapide de la fonction rénale sans autre cause, en cas d'œdème pulmonaire inexpliqué, on découvre fortuite d'une asymétrie rénale si la taille est différente entre les deux reins. On parle d'une incidence de jusqu'à 100% de tous les HTA. Les principales étiologies que le collègue vient de vous expliquer sont les sténoses athéromateuses, la dysplasie fibromusculaire et les sténoses non athéromateuses. La première cause, c'est la plus répandue, jusqu'à 82%, touche sujet majeur de 40 ans, jusqu'à 40% des adultes hypertendus, et c'est bilatéral en 25% des cas. Normalement, les lésions sont ostiales ou pendant la partie tronculaire de l'artère, presque jamais dans la distalité. La dysplasie fibromusculaire, c'est moins fréquent, jusqu'à 10%. Un récent consensus nous a montré qu'il y a deux formes. La forme focale, c'est comme une sténose très serrée qui peut survenir dans n'importe quelle partie de l'artère pendant toute sa longueur. Et la forme multifocale, qui a la bien connue apparence en chapelet et qui touche les parties médianes et distales de l'artère. Après, on a des sténoses non athéromateuses, sont plus rares, dues à des emboles, des dissections de l'artère, des ligatures accidentelles qui peuvent arriver pendant l'intervention chirurgicale, compression par un tumeur de l'ilium, ou après radiothérapie, ou après fistule. On arrive à l'imaging, à l'imagerie bien standardisée selon récentes directives. Et on commence par l'échodoppler, après on a les méthodes le niveau supérieur, angioscanner, angIRM et enfin l'artérographie. L'échodoppler, c'est un exemple bien connu, c'est un exemple qui dépend de l'opérateur, c'est pour ça que la bonne pratique est primordiale et aussi avant de l'examen, il faut bien préparer le patient. Pendant, il faut voir la partie technique bonne aussi. Il faut connaître l'approche. Il y a normalement 4 fenêtres bien connues pour regarder tout le trajet de l'artère. Et il faut adapter l'examen au patient. Nous permet d'obtenir beaucoup d'informations, soit au niveau morphologique, de la morphologie comme la diminution de la taille, la présence de calcification pendant l'aorte, la longueur au niveau des artères rénales, la modification de diamètre en cas de dysplasie de toute l'artère, mais aussi de regarder les loges sous-rénaliennes. Après, avec la fonction color, on déjà nous montre la suspicion de sténose si on retrouve l'aliasing, qui c'est un fait de couleur mixte, ou la turbulence post-sténotique. Le Doppler fonction énergie, c'est bon pour analyser les sténoses de manière fine, mais c'est surtout l'analyse spectrale qui est la partie la plus importante. On a 2 critères, les critères directs, et c'est la mesure de la vitesse systolique au niveau de la sténose. Normalement, si on retrouve une vitesse supérieure, majeure de 200 cm/s, on a une sténose hémodynamiquement significative, majeure de 70%. Ça peut arriver qu'on retrouve, on a une suspicion après l'étude morphologique d'une sténose, mais on retrouve en vélocité, en vitesse moins haute. Et ça, dans ces cas, il faut faire le rapport entre la vitesse de l'artère rénale et au niveau de l'aorte.
Après, il y a des critères indirects qui sont moins utilisés. Le plus important, c'est l'aspect en aval, tardus parvus, qui nous montre le flux de l'artère aval de la sténose, et c'est typique. Le Doppler, normalement, est sans rayonnement, faible coût, et ça, c'est très important, évalue l'hémodynamique. Après, ça dépend de l'opérateur et des limiter chez les caractéristiques du patient. On arrive à les deux méthodiques de deuxième niveau. L'angioscanner que vous bien connaissez, c'est l'acquisition volumique de tout l'abdomen, normalement au niveau de reine et sous-reine. Il est réalisé avec un produit de contraste iodé. Il nous montre l'artère dans tout son trajet à une qualité de résolution spatiale supérieure à l'angio-IRM, puis bien évaluer toute l'artère, le nombre de la sténose, l'extension, les caractéristiques, s'il y a une sténose calcifique ou fibrotique, la siège normalement, et après l'éloge sous-rénalienne et l'ischémie rénale. Normalement, la dose pour le patient, c'est pas trop basse, alors il faut faire attention. L'imagerie au niveau des artères intrarénales, c'est pas optimal. Et après, il y a les problèmes liés aux produits de contraste, allergie et insuffisance rénale. L'angio-IRM, c'est plus récent comme méthode. Il nous montre c'est une étude multiplanaire. Un avantage, c'est qu'il peut être réalisé sans produit de contraste. A une bonne sensibilité et spécificité, et on peut le faire sans contraste comme alternative au scanner en cas d'allergie à l'iode, par exemple, ou avec gadolinium, avec une insuffisance rénale légère. Après, il y a une bonne visualisation des sténoses au niveau ostial et de l'ischémie rénale. Mais la résolution spatiale est mineure que le scanner, et surtout, en cas de stent, on ne se voit pas l'artère, on se voit tout noir, et on a une surestimation des lésions. Comme vous voyez, derrière ma tête, là, si on peut peut-être attendre, là, on a une sténose évaluée sans gadolinium dans la partie haut, et avec produit de contraste qui nous montre une sténose importante, mais après, avec l'angio, on se voit qu'ils ont nous montré une surestimation de la lésion. Là, c'était une lésion en réalité légère. Parce que là, on ne se voit pas avec l'IRM, par exemple, les calcifications au niveau de la paroi. Après, l'examen est contre-indiqué en cas de certains implants ou en cas d'insuffisance rénale sévère. On arrive à l'angiographie, c'est la méthode de référence, c'est le gold standard pour la diagnostic, mais normalement on arrive à l'angio que pour le traitement, est réalisé par voie radiale ou fémorale, et on se fait normalement directement un abord sélectif de l'artère rénale. Parmi le geste thérapeutique, ça c'est la chose la plus importante. Et normalement, il faut traiter les artères. Après, on peut en parler. Il y a les indications sont moins fortes qu'avant. Et après, il y a des limites parce que c'est les risques liés aux produits de contraste et au coût. Mais surtout, c'est une méthode invasive. On a jusqu'à 100% de complications, surtout l'embolisation athéromateuse qui peut causer une itération de la fonction rénale. Après, elles sont très rares, la rupture, la thrombose de l'artère, la thrombose aiguë, mais on peut arriver aussi à la dissection. Ce tableau récapitule tous les principaux avantages et les limitations de la méthode. Et là, il y a l'algorithme qui s'est utilisé chez nous, mais normalement qu'on a retrouvé pendant toutes les études. On commence, en cas de suspicion clinique de HTA rénovasculaire, on commence par l'écho-Doppler. Si le résultat est positif aux suspicions, il faut
à envoyer le patient au scanner ou à l'IRM selon de la fonction rénale. Après, si on retrouve une sténose majeure de 50%, il doit subir une angiographie. Après, en ce cas, si on retrouve une sténose majeure de 70%, normalement, on va le traiter avec l'angioplastie et le stenting. L'imagerie joue un rôle clé dans le diagnostic de l'HTA rénovasculaire. On commence par l'écho-Doppler, que c'est l'examen de dépistage de choix, et après, l'examen de seconde intention confirme la lésion, et avant la prise en charge interventionnelle, qui est la référence diagnostique et thérapeutique. Merci. Merci. On va aller vite. On a droit à 2 questions. Sinon, si on prend trop de retard, on risque d'annuler une session qui s'appelle pause déjeuner. Donc, je pense que vous ne serez pas d'accord. Allez, les questions sont ouvertes. 2 questions. Je vais juste ouvrir le débat s'il n'y a pas de questions. Donc, ma question, c'est sur la sensibilité de l'écho-Doppler. L'idée là, c'est que si on a un patient jeune, on va dire, qui n'est pas censé avoir une HTA rénovasculaire d'origine athéromateuse, est-ce que si le Doppler est normal, est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'il faut effectivement aller quand même jusqu'au scanner, à l'angioscanner, si le Doppler est normal chez un patient jeune? Alors, on peut faire un bon examen, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de souci, et on retrouve, là, dans ces cas, l'objectif, c'est l'exclusion d'une fibrodysplasie, angiodysplasie. On retrouve un bon flux au niveau de la partie distale de l'artère rénale, on peut s'arrêter. Mais seulement si on ne se voit pas bien tout le trajet de l'artère, ou la patiente est obèse, il y a beaucoup de gaz intestinaux, alors peut-être on peut l'envoyer ces jeunes à faire l'IRM avant. Mais c'est ça. Normalement, si un patient est bien étudié, le résultat est certain et bon. Merci beaucoup. Une autre question? Merci pour les présentations très claires. Je voudrais savoir, quand on a une sténose bilatérale du coup des artères rénales, mais unifocale à chaque fois, déjà, est-ce que le radiologue est censé quand même donner son interprétation, c'est-à-dire est-ce qu'il pense que c'est athéromateuse ou est-ce que ça peut être une fibrodysplasie? Parce que souvent, c'est pas le cas, je trouve. Et quand on tombe en fait sur ces sténoses-là, quelle est votre conduite à tenir finalement à ce moment-là, surtout si la patiente n'a pas forcément, ou le patient, d'hypertension artérielle résistante? Mais on a beaucoup de différences entre les 2 types. Normalement, si on fait un scanner avant, on se peut regarder, voir les de calcium, aussi un sténose athéromateux. Si un patient jeune, normalement, c'est vers la fibrodysplasie. Normalement, si on retrouve une double sténose significative et on arrive à la décision de le traiter, on se fait normalement parfois par côté et on attend l'effet, minimum 1 ou 2 mois. Mais pour moi, c'est pas facile de faire une erreur de diagnostic. Si on retrouve chez un patient à 40 ans et à une sténose à la partie serrée et à la partie moyenne, c'est presque 100% non athéromateuse comme sténose. Après, à partir de Doppler ou de l'angioscanner, on se voit très bien s'il y a des soucis d'athéromasie, calcium ou irrégularité, mais aussi au niveau de la paroi de l'aorte, et on peut nous dire que c'est athéromateuse. Merci beaucoup. Donc très très courte question et courte réponse. Merci Cédric, je pensais que tu m'avais sacrifié. Non, mais attendez, j'ai rien compris à vos trucs là. Il faut les dilater ou il ne faut pas les dilater? Oui, alors c'est en effet, dans les recommandations, il n'y a pas de preuve sur la dilatation. C'est réservé aux centres experts, ou en tout cas au centre où on s'est tous mis autour d'une table et on a discuté du dossier, on a exposé nos arguments. Donc oui, on dilate des artères rénales encore. On le fait dans des conditions bien précises où on voit que l'hypertension résiste à un médicament, on voit que le Doppler nous dit qu'il y a une sténose avec un retentissement hémodynamique. Donc là, on y va. Dysplasie des artères rénales, on va aller sur du bilan du ballon standard.
avec un message le plus important, c'est qu'il faut que la patiente arrête de fumer, parce que sinon ça va revenir. Si c'est une sténose athéromateuse, on va mettre un stent standard, angioplastie stenting, comme ce que nos collègues radiologues interventionnels, chirurgiens vasculaires et cardiologues savent faire. Merci, on applaudit les intervenants pour leurs très belles interventions, les trois. On va enchaîner, donc c'est le docteur Doublé qui va modérer la prochaine session importante d'énervation rénale. J'en profite pour saluer dans la salle la présence du professeur François Carré, que je qualifie de pape de la cardiologie du sport, et je crois qu'il prend l'avion à 14h, donc en accord avec des Monnières, Fabrice, avec l'organisation, avec la présidente, et on lui trouvera un petit créneau.